Bonjour Gamal Abina et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Gamal Abina, figure associative bien connue, un militant de droits civiques, un militant engagé pour les droits de l'homme et un analyste politique. Gamal Abina, la crise diplomatique franco-algérienne, les raisons. Les raisons. Alors, déjà, pour préciser, je travaille aussi avec les chaînes algériennes et particulièrement, je suis consultant Oui, permanent pour oui, j'ai AL24 News. Dans oui, l'émission, je fais un peu de publicité, dans l'émission l'Hebdo Show, tous les samedis de 22h à minuit. oui, Donc, les raisons pour lesquelles il y a une crise. Il y a plusieurs raisons. On pourrait résumer la crise à une simple mésentente entre deux États. Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est l'histoire, évidemment. Une histoire qui n'a pas été réglée, une histoire sur laquelle les Français, dans leur roman national, on peut parler d'un roman national, se fabriquent l'image d'un pays qui n'a rien à se reprocher, qui aurait eu, sauf en 40, très peu de problèmes avec le passé pour 250 ans d'histoire révolutionnaire française. Un pays qui a quand même connu 5 républiques, dont une qui est tombée avec De Gaulle en 58 par rapport à la question algérienne. Donc un pays qui a du mal à faire passer son passé. Pourquoi? D'abord parce que c'est un passé qui a souvent été émaillé de barbarie coloniale, on le sait. C'est un passé qui a nié les droits des humains, puisque les Algériens n'étaient pas considérés comme des humains, tout comme le reste des colonies. Et c'est un passé qui, évidemment, n'est pas enseigné dans les écoles et qui n'est pas reconnu. L'État français ne veut pas reconnaître qu'il y a eu des crimes en Algérie, ou très peu. Ne veut pas reconnaître qu'un peuple a souffert dans un massacre de masse considérable, ne veut pas reconnaître surtout que l'Algérie est un État qui devient de plus en plus indépendant et souverain et qui est fondé à réclamer sur ces questions d'histoire que la France, ça a été demandé par le président de la République d'ailleurs, demande simplement de reconnaître ses crimes puis demande pardon officiellement. C'est-à-dire qu'une présentation d'une demande de pardon pour les crimes perpétrés par la colonisation de l'État français, on parle bien de l'État et pas du peuple, ça va de soi. Eh bien, ça, ce n'est pas fait. Donc ça, c'est le premier élément qui a été ce qu'on appelle aujourd'hui, ils appellent ça pudiquement les questions mémorielles. Il faut utiliser les vrais termes, les questions des crimes perpétrés par la colonisation qui ne sont pas reconnus. Le second élément qui pose problème, c'est la question effectivement des relations difficiles entre l'Algérie et la France liées au positionnement géopolitique de l'Algérie. L'Algérie est très positionnée de façon claire sur la question anticoloniale. L'Algérie est de façon radicale antiraciste. Elle a prouvé pendant les années de l'apartheid en Afrique du Sud. Et l'Algérie soutient la Palestine de façon totale et indéfectible depuis toujours, depuis la fin de la Révolution. Il y a un slogan qui était dit en Algérie à la fin de la Révolution, c'est que l'Algérie ne sera totalement indépendante que lorsque la Palestine le sera. C'est dire à quel point ils sont attachés, et c'est normal, à la question palestinienne. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles la France a un petit peu de crispation sur certains volets français. C'est pas la France au niveau de l'État, mais surtout la France au niveau de certaines institutions qui influencent la direction politique. Et l'Algérie pose problème aussi par rapport au fait que aujourd'hui, les Français ne sont plus le premier partenaire économique de l'Algérie. Ils sont passés en seconde position derrière l'Italie, c'est vous dire un peu, très mal placés par rapport à la Chine. Ils perdent des marchés en cascade simplement parce que les Algériens ont décidé d'avoir des relations avec d'autres pays, des relations plus équilibrées, peut-être proactives, peut-être des relations de gagnant à gagnant, ce qui n'était pas vraiment le cas avec la France, parce que malheureusement la France voyait l'Algérie comme un marché, mais en aucun cas comme un partenaire. Et donc ça a dégradé la relation. Puis, il y a les prétextes ridicules. L'affaire Sansal, donc un citoyen algérien fraîchement naturalisé, donc je précise naturalisé, ça ne veut pas dire français, ça veut dire qu'on lui donne un statut rattaché à la France, mais d'autorité, par décret. Ça n'est pas un Français de naissance, il faut être très clair, il n'est pas le droit du sol, il est juste naturalisé, donc on lui donne un petit papier, c'est une sorte de passe-droit par rapport à beaucoup de gens qui demanderaient peut-être la naturalisation et qui ne l'obtiendront jamais. Donc Sansal, qui est un agent d'extrême droite, il faut utiliser les termes. Donc l'extrême droite, je suis désolé, mais aujourd'hui, on ne va pas nous faire croire que c'est quelque chose de bien. Hein. Ça va 5 minutes, la normalisation de l'extrême droite. Et Sansal, qui en 2008 a écrit un livre détestable, on peut le dire, hein, un roman minable, qui s'appelle Le village de l'Allemand, dans lequel, de façon un peu pernicieuse, un peu vicieuse, lui qui est devenu un agent de l'extrême droite, c'est amusant d'ailleurs, fait croire que les Algériens, qui ont reçu des nazis, alors que des SS, auraient été influencés par le courant nazi après la Seconde Guerre mondiale en 1945 et auraient été séduits par le nazisme et par cette forme de racisme structurel d'État que l'Algérie aurait soi-disant accepté. C'est-à-dire que l'Algérie ne reconnaîtrait pas le génocide, ce qu'on appelle l'Holocauste. Hein, utilisons le bon terme, c'est l'Holocauste, c'est pas la Shoah. La Shoah, c'est un terme israélien, je le renie et ne l'accepte pas. Il n'y a qu'en France qu'on utilise ça d'ailleurs. L'Holocauste et que les Algériens feraient peu de cas de ce qui s'est passé du massacre des Juifs en Europe et qu'ils seraient séduits par le nazisme. Donc, il va jusqu'à dire que, par exemple, les gens de la LN, les combattants de l'Algérie pour la liberté, auraient eu une forme de formation par les SS. Donc ça, c'est tellement détestable que c'est à mépriser. Alors, c'est un roman qui est orienté, évidemment,
Cet homme, ça fait plus de 20 ans qu'il tape sur son propre pays d'origine. Et son dernier dérapage dans un magazine d'extrême droite, je précise, dans un média mensonge qui s'appelle Frontières, dans lequel d'ailleurs il est participant, hein, il est dans le conseil d'administration, si je ne me trompe pas, eh bien, il a sorti que l'Algérie, c'était rien. Que le Maroc, c'est une grande puissance qui n'a jamais été colonisée. Bon, déjà, il ne connaît pas son histoire. Le Maroc a été colonisé, il a été colonisé, il était sous protectorat. Il y a encore des territoires marocains qui sont colonisés, c'est Ceuta, Melilla. Les îles marocaines sont colonisées, mais enfin, on met ça de côté. Et que les pays colonisables, donc l'Algérie, donc il a peut-être mal lu, bel ami, hein, comme l'Algérie n'était rien, et qu'une partie de l'Algérie appartenait au Maroc, et que le parti appartenait évidemment à la Tunisie. Donc c'est une façon non seulement de dégrader le pays, c'est une façon de dire qu'il n'a jamais existé, donc c'est le discours d'extrême droite classique que Zemmour utilise, et c'est une façon de faire croire que les Marocains auraient eu une possession du territoire. Bizarrement, quand les Français rentrent en Algérie, il n'y a pas l'armée marocaine pour les arrêter. Hein. C'est l'émir Abdelkader qui n'est pas marocain. Une façon de dire, voilà, l'Algérie, c'est rien. Donc, quand on insulte un pays, quand on nie son existence, quand on nie la lutte du sang, du peuple et du sang, je le rappelle, parce qu'il y a une lutte au sang pour libérer l'intégralité du territoire, alors que De Gaulle proposait la moitié du territoire, quand tout cela, c'est une façon d'insulter les martyrs, de mépriser l'histoire algérienne, de mépriser le peuple algérien, et en plus de servir la soupe à l'extrême droite française, bah, toutes ces raisons-là ont poussé les Algériens à le mettre en examen. Ils veulent vérifier ce qui a été dit, ils le poursuivent en justice pour savoir ce qu'il pense. Il le pense vraiment, s'il n'est pas là pour autre chose. Donc, c'est une question de fierté nationale peut-être, de sûreté nationale sûrement. Et surtout, il y a un article qui existe et qui poursuit les gens qui sont dans cette démarche de négation de l'histoire de l'Algérie et de son intégrité territoriale. C'est la loi, c'est comme ça. Il va être entendu, il va peut-être être relaxé, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est une question de procédure. Eh bien, les Français utilisent ce personnage d'abord pour masquer un autre personnage, Kamel Sansal, qui a, semble-t-il, je n'affirme rien, mais ça semble être le cas, il a volé l'histoire d'une jeune femme sans son autorisation, puisque sa femme psychiatre s'est occupée d'elle et a écrit un roman qui n'en était pas un. C'est clairement l'histoire de cette femme sans son autorisation. Sansal, bon, Sansal Peace, mais Kamel. Daoud, excuse-moi, Kamel Daoud. Kamel Daoud, oui. J'ai fait un mixage des deux, c'est dire un peu le niveau. Oui, oui. C'est un peu la même école. Donc, Kamel Daoud a volé donc le roman de cette femme. Kamel Sansal, Kamel Daoud, elle est bonne celle-là. Et donc, il semble-t-il voler cette histoire. C'est un scandale qui a été masqué par l'affaire Sansal, mais l'un dans l'autre, ils ont tous un peu la même lecture. Alors, Kamel Daoud, il est moins extrême droite, mais il est quand même au point, donc c'est pas anodin. Kamel Daoud, c'est l'homme qui a insulté l'Algérie aussi en disant que les Algériens étaient par nature des violeurs, ce qui est quand même très grave, parce qu'il y a eu l'affaire qui a été débunkée de Cologne où il y aurait eu des viols, c'était un mensonge. Et il a dit, les Algériens sont comme ça parce qu'effectivement, il y a un problème par rapport à ça. Donc, c'est une façon d'insulter tout un peuple. Lui, en plus, qui avait déjà été condamné pour violence auprès de sa femme. Bref, on met ça de côté. Mais simplement pour dire que ces prétextes-là sont les prétextes fallacieux. Et le dernier prétexte, retenu par M. Retailleau, alors M. Retailleau, c'est clairement pas le génie intellectuel ou bon, il y a une expression française qui dit le couteau le plus affûté du tiroir. C'est pas une fine pointure intellectuelle. Mais il va toujours dans l'extrait et il prétend, et là c'est très grave, il prétend que les problèmes des Français de sécurité seraient, je cite le personnage, quasiment intrinsèquement lié à des centaines d'Algériens qui poseraient problème et qui seraient dangereux et qui ne sont pas reconduits à la frontière. C'est-à-dire qu'il essentialise, il réduit l'idée de la violence à l'idée de l'algérinité, donc c'est les Algériens qui sont violents, parce qu'un fou dangereux a utilisé un couteau et a poignardé un malheureux portugais, pas à son âme, et cet homme va utiliser ce fait divers malheureux pour faire croire que l'Algérie est complice parce qu'elle n'a pas récupéré son territoire. Alors, il a des problèmes psychiatriques, c'est révélé aujourd'hui, hein, c'est acté. Donc, c'est un fou dangereux. Donc, un fou dangereux n'est pas contrôlable par un État, ça n'existe pas. Un fou dangereux, par définition, on ne sait pas ce qu'il va faire. C'est une action violente, instantanée, irréfléchie, puisque la folie, effectivement, ne participe pas de principes raisonnés. Et il va mélanger ça avec l'idée d'un djihadisme, donc le fou devient djihadiste, c'est intéressant au niveau de la logique du droit, parce que le droit ne condamne pas la folie, puisqu'on considère qu'ils sont irresponsables, et lui, il met une responsabilité djihadiste, et pire encore, va dire que les Algériens sont quelque part complices, sous-entendant de façon un peu vicieuse que finalement, ils seraient complices de ce qu'on appelle le terrorisme international, djihadiste et autres. Alors, il faut rappeler que l'Algérie a lutté pendant 10 ans contre ce qu'on appelle le terrorisme, toute seule, et surtout que l'idéologie dite djihadiste qui est née en Arabie, rappelons-le, alliée de l'Occident, rappelons-le, financée par l'Occident, n'a rien à voir avec l'Algérie. L'Algérie n'est pas du tout dans cette logique-là, mais il le rappelle simplement de façon vicieuse pour mélanger les genres. Terrorisme, folie, islamisme, OQTF, Algérie. Voilà. Donc ça, c'est une propagande grossière, vulgaire, minable, d'un homme qui est en croisade. Et j'utilise le terme à dessein, croisade contre l'Algérie. Alors, ces excès de langage sont permanents,
Ces excès de langage, en plus, ne respectent pas le principe d'État, à savoir que les questions internationales ne relèvent que du droit de M. Macron. C'est lui qui est responsable de cela. C'est la 5e République qui le dit. Que le ministre des Affaires étrangères peut être le porte-voix de M. Macron, mais qui suit les directives de M. Macron. Que M. Macron a pris la parole samedi pour dire que ces questions-là ne regardaient que lui et pas d'autres, et que manifestement, M. Retailleau, qui se croit peut-être plus gros qu'un bœuf, a envie de dépasser ses prérogatives en n'écoutant pas M. Macron et en tentant de continuer ce qu'il appelle, lui, sa riposte. Il se croit en guerre. Il ne faut pas oublier que cet homme se croit en guerre contre l'Algérie. C'est là où on voit qu'on a affaire à un type qui pourrait peut-être être interrogé par un psy. Parce qu'il n'y a pas de guerre entre la France et l'Algérie, et d'une, et de deux, il n'a pas à faire cela. Sa ministre des Affaires intérieures, il s'occupe des questions intérieures. C'est le premier policier de France, pas de l'extérieur. Et cet homme continue cette petite opération de propagande pour caractériser la violence en France par la présence algérienne. Tout ça est très vicieux, tout ça est très malhabile, tout ça est très limité sur un plan des idées, mais cet homme le fait parce qu'effectivement, il a un dessein personnel. Il veut dépasser l'extrême droite et il veut avoir la tête des Républicains et éventuellement plus tard, même s'il ment aujourd'hui en prétendant qu'il ne veut pas, devenir le prochain président de la République en marchant sur les pas de Nicolas Sarkozy qui était aussi outrancier. Eh bien ça, c'est tous les éléments qui font que dans un contexte global, la question de la mémoire, la question des crimes de guerre, la question de la reconnaissance de ces crimes, la question économique, la question de la position géopolitique de l'Algérie par rapport à la Palestine et aux questions africaines, la question effectivement du fait que la France soit déportée d'Afrique littéralement dans les pays du Sahel, et la question effectivement, pour finir, de cette propagande rance d'extrême droite, tout cela fait que aujourd'hui, l'Algérie est devenue une cible prioritaire pour certains agents d'extrême droite français, mais je tiens à rappeler quand même, pour rassurer la population française, pour laquelle évidemment j'ai aucun problème, que si monsieur De Villepin fait partie des personnalités préférées des Français, c'est précisément parce que c'est un homme d'État qui a un discours intelligent, intelligible, modéré et qui a un discours de diplomate chevronné. En aucun cas, un homme comme Retailleau pourrait faire partie de ses personnalités préférées parce qu'il a un discours excessif, violent, qui ne séduit que l'extrême droite. Oui. Gamel Abina, comment vous expliquez le positionnement actuel de la France comme donneur de leçons, hein, sans salle, liberté, liberté publique, etc., non-respect des droits de l'homme de la part de l'Algérie. Alors, d'un autre côté, on voit l'acharnement contre les voix pro-palestiniens, l'acharnement contre Rima Hassan, par exemple, la situation de Georges Ibrahim Abdallah, incarcéré d'une façon illégale, détenu par l'État français depuis 40 ans, etc. Et on donne pour Kamel Daoud des leçons, pour Sansal, pour ces Algériens de service, hein, ces Algériens de service. Comment tu peux nous expliquer ces dérives? Je m'excuse. Non, c'est des dérives, il n'y a pas de problème, pas s'excuser, c'est une vérité. Alors, on va commencer par la première des personnes pour lesquelles j'ai une admiration et une amitié totale, c'est Rima Hassan. On réitère mon soutien et je considère qu'il faut la soutenir parce qu'elle est courageuse. C'est une anticolonialiste qui est cohérente. Elle n'a jamais lâché cette cause. Elle a toujours conservé une véritable cohérence vis-à-vis de ça. Et Rima Hassan est attaquée par l'extrême droite, évidemment, par les sionistes, ça va de soi, et par tous les racistes de France et de Navarre. Donc Rima Hassan mérite notre soutien, notre respect. Elle n'a jamais dérapé verbalement, même si on tente toujours de la piéger. Elle était face à un Bourdin qui était minable, qui a tout utilisé par rapport à elle. Et elle a raison de dire c'est parce qu'elle est arabe qu'on l'attaque. Et là, je rejoins son arabité, puisque moi-même, me considérant comme arabe, c'est une culture, hein, l'arabité, c'est pas une ethnie, contrairement à l'idée reçue. Eh bien, dans cette sphère civilisationnelle arabo-musulmane, elle s'y inscrit parfaitement et elle a compris qu'elle était identifiée comme telle, donc elle devait être attaquée sur ces questions-là. Sauf que le terrorisme d'État, c'est pas les Arabes qui l'ont inventé, c'est les États-Unis. Donc, quand on bombarde massivement les populations civiles, ça s'appelle du terrorisme d'État, et je parle du Vietnam. On n'allons même pas dans le monde musulman. Donc, Rima Hassan est attaqué. Il y a une atmosphère délétère vis-à-vis de la question palestinienne parce qu'on sent bien que les victimes deviennent des bourreaux aux yeux de ces propagandistes. Le problème, c'est qu'ils ont perdu la guerre de la propagande parce que finalement, la propagande, même si la scène du matin au soir, les populations occidentales ont compris qu'il y avait des victimes et des bourreaux. Elles ont compris que l'Amérique faisait la guerre à la Palestine via le sioniste qui te commande là-bas. Elles ont compris que les Palestiniens sont un peuple de résistants qui subissent une oppression depuis des décennies, depuis près de 100 ans. Parce que on parle beaucoup de 48, mais ça avait commencé dans les années 20. Donc tout ça pour dire que la Palestine est un enjeu qui est important et que le positionnement de la France, qui malheureusement a inventé le sionisme avec l'Angleterre, ça n'est pas seulement Théodore Herzl, c'est aussi la France, l'Angleterre, c'est les accords Sykes-Picot, tous ces trucs-là font que ce concept du sionisme est une invention occidentale pour contrôler la région. Et la haine qu'on voit actuellement... Comment Permets-moi, Kemal Abina, surtout le Parti socialiste, il faut oui, bien sûr, ça va de soi. Oui. Parce que l'idée sioniste, c'est une idée au départ sociale. Ça paraît bizarre, mais les kibbutzim qui sont arrivés étaient des gens de gauche. D'ailleurs, ils sont détestés aujourd'hui.
Et c'était une idée, un rêve, on appelle ça le romantisme allemand, le rêve du retour à la terre, qu'on va travailler avec un peuple qui serait solidaire, une terre qui n'aurait pas eu de peuple. Bon, c'était pas le cas évidemment, mais c'est la propagande qui était retenue. Et quand on a traumatisé les Juifs d'Europe, on les a envoyés là-bas comme des paquets cadeaux pour se débarrasser d'eux et en même temps pour contrôler la région. Par la suite, ils sont radicalisés, ils ont penché à droite puis à l'extrême droite. Malheureusement, on le constate aujourd'hui. Et ce rêve de gauche est devenu un rêve monstrueux, on peut le dire, parce que quand on va massacrer les populations pour faire satisfaire ses rêves, on a un problème avec ça. Mais il y a aussi la question, et c'est important de le rappeler, de l'offensive généralisée de l'extrême droite qui fait alliance, et c'est là où c'est cocasse, avec l'entité sioniste. Parce que aujourd'hui, dans l'État sioniste, il y a des gens qui se sont décomplexés, qui sont passés à l'extrême droite sans aucune difficulté, et que l'extrême droite a dit qu'elle ferait alliance avec eux pour des raisons simplement non pas de philosémitique. Ils ne sont pas philosémites, hein, ils détestent les juifs, mais parce que, en termes de positionnement racialiste, ethno-racial, en termes de positionnement colonialiste, il y a une convergence de vues. Donc ils sont capables de faire alliance avec eux, comme les Français et les Anglais l'ont fait en 56 quand ils ont attaqué Nasser. Ils se sont mis avec Israël précisément parce qu'ils considéraient qu'ils avaient des convergences d'intérêts. Et là aujourd'hui, on voit ce même type de convergence qui arrive, mais cette fois-ci non pas à droite, mais à l'extrême droite. Et jusqu'à maintenant, l'Algérie officielle a choisi la politique de la temporisation, maîtrise, la prise de distance. D'après vous, lorsqu'on voit des ministres, un ancien aussi président de la République appelle à cibler l'Algérie par des coups, c'est quoi des coups? Des coups militaires, des coups budgétaires, des coups économiques, ou où on voit un philosophe de haine et de racisme qui appelle aussi à des attaques contre l'Algérie. Quelle sera la réaction de l'Algérie? Parce que en contrepartie, la France officielle évoque aussi la mauvaise gouvernance de l'État en Algérie, la faiblesse du classe gouvernant, l'incapacité de réagir. Euh, D'après toi, qu'est-ce qu'il va faire l'Algérie officielle en riposte à cette campagne de diabolisation, des attaques, d'atteinte même à la souveraineté, hein? Alors, l'Algérie officielle, en l'occurrence, donc le gouvernement algérien, qu'ils appellent junte, hein. On peut parler de junte, mais enfin, on a tendance en France qu'on a refusé à l'opposition d'exercer le pouvoir, donc on se demande qui respecte la loi. L'Algérie officielle est un pays moderne qui se modernise à vitesse grand V, et comme d'ailleurs la Tunisie, l'Irak, le Yémen, genre, on n'est pas seul hein, sur la question palestinienne, le Liban. Évidemment, on a des pays encore qui sont sur le front du refus, qui refusent la Libye, qui refusent cette capitulation. Et ils ont raison. On n'a pas accepté que des voleurs qui viennent d'Europe viennent voler une terre qui ne leur appartient pas. Ça, c'est un postulat. On peut accepter qu'un État, comme le dit Rima Hassan, soit inclusif et récupère toutes ces populations, ce qui est normal dans un seul État, mais on n'a pas accepté que des voleurs viennent massacrer les populations qui sont chez elles. Et donc l'Algérie officielle reçoit beaucoup d'attaques, beaucoup d'invectives de la part d'agents de droite, de l'extrême droite, ou de droite extrême plutôt. Et elle répond toujours de façon très mesurée. Parce que la tradition algérienne, c'est pas l'offensive, c'est pas l'offensive. Ça n'est pas l'excès de langage, c'est pas la violence, la provocation, ce genre de stupidité. C'est des gens qui réfléchissent et qui réfléchissent en fonction des réalités et des rapports de force. En l'occurrence, le rapport de force algérien, c'est quoi? On rappelait, pour un pays mal géré, une croissance à 4%. Je ne suis pas certain que la France, si elle atteignait 3%, ne ferait pas la fête. L'Algérie la dépasse. Ensuite, parce que le pays se développe à pleine vitesse, parce qu'il diversifie l'économie, contrairement à l'idée reçue. Moi qui y vais tout le temps maintenant, je constate que quand on va dans les centres commerciaux algériens, ce sont quasiment 90% de produits algériens, voire 95% sur les grands centres. C'est que l'Algérie commence à s'émanciper économiquement. L'Algérie va juste sortir un produit, une pâte à tartiner en Europe. La France fait blocage directement, parce qu'elle sent le danger arriver. Parce qu'elle voit que si jamais un produit passe, 100 produits passeront. Et pour ne pas avoir un concurrent à ses frontières, eh bien, on va raconter des histoires de bonne gouvernance. Mais qui peut parler de bonne gouvernance quand un pays comme la France, qui était une grande puissance européenne, qui est de moins en moins, qui prétend être septième puissance mondiale, ne fait que reculer, avec un PIB de 2900 milliards, c'est vrai que c'est un grand PIB, mais surtout, et c'est le plus important, avec une dette abyssale de 3200 milliards. Comment peut-on donner des leçons de bonne gouvernance dans un pays qui est géré de cette façon sur le plan économique? C'est catastrophique. Comment peut-on donner des leçons de bonne gouvernance dans un pays où il y a des gens qui dorment dans la rue alors que l'Algérie a construit 5 millions de logements pour que tous les Algériens aient accès au logement? Bon an, mal an, bon ou mauvais, tout le monde dort dans un logement. Il n'y a pas de gens qui dorment dans la rue en Algérie, ou très peu. Ça existe. Dans les quartiers très pauvres, ça peut arriver. C'est souvent malheureusement des subsahariens. Mais la question du logement a été quasiment réglée.
Comment peut-on donner des leçons alors que l'Algérie est un État social qui considère qu'il faut que tous les pauvres aient un minimum pour vivre? Ce n'est pas le cas partout. Alors la France, effectivement, était encore très sociale et de moins en moins. Mais comment peut-on donner des leçons de bonne gouvernance quand on voit que la France est incapable de négocier sa dette? Alors que l'Algérie négocie non seulement sa dette, elle n'en a pas, mais les placements financiers qu'elle opère. La question de la gouvernance, c'est quoi? C'est de dire qu'on est bien élu. Monsieur Macron est élu avec 10% de la population. Donc, pas de leçon là-dessus. Qu'on gère bien le pays, l'économie française est en berne quand l'économie algérienne est en pleine croissance depuis des années. Qu'on gère bien les rapports de force internationaux, je suis désolé, mais quand on dit que l'Algérie s'isole, ça se passe très bien avec toutes les grandes puissances mondiales et l'Afrique en particulier, les principales puissances africaines. La France compose difficilement avec pas mal de pays, je ne parle même pas de la Russie, mais à chaque fois qu'elle va quelque part, les relations ne sont pas très bonnes, voire très mauvaises. Et actuellement, elle est quasiment en rupture avec les États-Unis, avec la Russie et avec la Chine, c'est plus ou moins tendancieux. Donc la France ne peut pas parler de bonne gouvernance sur un pays comme l'Algérie quand elle voit que chez elle, il y a un problème de gouvernance. On ne donne pas de leçons aux autres et on ne le fera pas. Quant à l'Algérie, sa réponse est toujours, je l'ai dit, mesurée, réfléchie. Elle apporte des éléments de réponse concrets sur le plan du droit international, sur le plan du droit des relations. Elle a même été encore plus loin. Elle a humilié, j'utilise le terme à dessein, humilié M. Retailleau en lui rappelant, M. Retailleau, qui était très arrogant, qui voulait expulser hors cadre légal un ressortissant algérien qui était en France de façon légale, d'accord? Il avait un titre de séjour qui était arrivé à l'expiration, dont la femme est française, dont les enfants sont français. Les Algériens ont dit, on n'a pas de problème avec ce monsieur-là, s'il a commis des fautes, qu'il les paye en justice, mais qu'il les paye chez vous, puisque de toute façon, l'infraction a été commise en France. Et il se trouve que derrière, les instances judiciaires ont confirmé que l'Algérie avait raison, que M. Retailleau avait tort. Ils ont invalidé l'expulsion, ils ont invalidé le statut de QTF, il a récupéré effectivement un titre normalement, et ils ont considéré qu'il fallait le poursuivre en justice, ce qui était normal aussi. Donc, conséquence de quoi, M. Retailleau, qui est le premier policier de France, manifestement, ne connaît pas la séparation des pouvoirs, et encore moins le fait qu'il y a un droit qui va au-dessus de ces lubies. Donc, il s'est planté, l'Algérie fait des rappels à la loi, les rappels à l'ordre, elle parle de droit international qu'elle respecte, elle a rappelé d'ailleurs à la France que la reconnaissance du Sahara occidental par le Maroc, sa souveraineté par le Maroc n'est pas légale puisque la France ne respecte pas le droit international qu'elle a elle-même fondé en 1945. Et elle rappelle effectivement qu'il y a un droit en France qu'il faut respecter. Aujourd'hui, le bras de fer qui est fait, c'est entre un homme obsessionnel et compulsif pour le coup, qui est M. Retailleau, et le gouvernement algérien. Mais il est tout seul. Même M. Macron l'a déjugé. Et je pense que beaucoup de Français commencent à en avoir marre de voir un homme comme ça surexcité, tirer à boulet rouge sur un pays qui lui a rien fait, pour des motivations qui sont extrêmement douteuses. 4 influenceurs qui disent n'importe quoi sur Internet ou un type qui n'a pas été expulsé, ça n'est pas des motivations sérieuses pour prétendre que l'Algérie provoque la France. Celui qui provoque l'Algérie, c'est Retailleau et l'extrême droite. Oui. J'aimerais bien clôturer, Gamal Abine, notre rencontre à travers cette question concernant les tentatives d'instrumentalisation de questions kabyles. On a vu, hein, on a vu, on n'évoque jamais les minorités berbères ou la majorité berbère au Maroc, en Tunisie, etc. Parce que ça y est, l'aspect national, c'est clôturé, etc. Mais on essaie d'instrumentaliser par force, par financement, par tout, hein, l'existence kabyle. On a vu même cet acteur folklorique ou artiste folklorique qui représente soi-disant l'auto-proclamé comme un représentant de la communauté kabyle. Il a appelé à la considération de l'exemple d'Israël. Il a soutenu, par exemple, le génocide israélien contre la population palestinienne, avec notre respect à plusieurs camarades kabyles qui ont été toujours avec les questions palestiniennes, etc. Comment tu peux nous expliquer les tentatives d'instrumentalisation, soi-disant l'Algérie officielle marginalise socialement, économiquement, politiquement la représentation kabyle? Alors, on commence d'abord par le début. D'abord, la révolution algérienne était faite par les Algériens et une grande partie était de la région de l'Est Algérie, en Kabylie, à Gigé dans ma région, dans le Constantinois, dans les Aurès. Le fait de distinguer les Kabyles et les Algériens, c'est déjà très sale. D'abord parce que les Kabyles sont berbères, que les Chaouis sont berbères, les Targis sont berbères, les Mzabs sont berbères. Enfin, des berbères, il y en a partout en Algérie, d'accord? Donc, c'est une façon de dire qu'il y aurait une sorte de berbère plus, un berbère qui se différencie des autres. Ils ont choisi le camp des berbères qui avaient le mieux résisté à la France en 1870. Je rappelle Mokrani, Bouhamama, enfin tout un tas de berbères kabyles qui avaient beaucoup résisté. Et ils ont essayé de diviser les Algériens entre eux. Ils l'ont fait avec le décret Crémieux par rapport aux Juifs. Et ils ont tenté avec les Kabyles en les christianisant. Ça n'a pas marché, parce qu'il y a une résistance qui était farouche. Évidemment, en Kabylie, on ne peut pas leur faire ce genre de choses-là. Mais comme ils ont perdu la guerre d'Algérie, en 1965, ils vont créer l'Académie berbère à Paris,
qui est emmené par un Français et un Kabyle en rupture avec le gouvernement algérien, et qui essaie de créer un clivage sur la question culturelle. Malheureusement, l'Algérie, qui était embarquée dans le panarabisme, a mis de côté la question berbère, et c'est un tort. Ils ont eu tort de mettre de côté la culture berbère qui fait partie intégrante de l'Algérie. Il a fallu quasiment attendre 40 ans pour que l'Algérie reconnaisse son erreur et mette la langue amazigh berbère en avant au niveau statutaire. Elle fait partie de la constitution algérienne, et le fait berbère. Mais ça, c'était une faute post-révolutionnaire qui était liée aux circonstances de l'époque. Ensuite, Mitterrand, qui est un habile manœuvrier, a appuyé beaucoup sur la question berbère, et kabyle particulièrement, pour faire croire qu'il y avait un problème en Algérie. Il faut rappeler quand même, juste à titre indicatif, que l'armée est tenue essentiellement par les Chaouis, qui ont une tradition militaire connue, et que l'administration est tenue essentiellement par les Kabyles, pour des questions simplement liées à l'éducation, parce que les Français avaient un petit peu favorisé cette région, et qu'ils sont arrivés rapidement à l'administration, à la haute administration, parce qu'ils étaient déjà éduqués quand les Algériens, à 85%, n'étaient pas éduqués. Donc il y avait une minorité qui était là, qui a fait son travail, et qui l'a bien fait. De là à dire qu'il y aura un problème kabyle en Algérie, c'est un mensonge grossier, fabriqué par qui? Par les agents qui sont tenus en France. La question du MAC, en l'occurrence, le mouvement autonomiste kabyle, qui maintenant veut devenir indépendantiste, est un instrument vulgaire qui est financé d'ailleurs par les sionistes et par tous les ennemis d'Algérie, dont la France, et qui est protégé par la France. Le MAC n'existe qu'en France, dans certains... Enfin, quelques personnes un petit peu fantaisistes, un peu tarées, qui ont envie de suivre ce mouvement ridicule. Les Algériens qui sont kabyles en Algérie sont Algériens, ils ne se posent même pas la question. La révolution s'est faite par tous les Algériens, dont les Kabyles qui avaient le drapeau algérien, ils en étaient fiers. Et la réalité, c'est que l'Algérie est une et indivisible, et que les quelques excités du bulbe qui veulent la division ne sont pas en Algérie, mais souvent à l'étranger, et qui sont financés par l'étranger. Maintenant, le fait d'appuyer sur ça, on pourrait faire la même chose en France. Je veux dire, on peut parler des Bretons. Il y avait un mouvement autonomiste breton. On peut parler des Basques, on peut parler des Corses, on peut parler de tout un tas, même de l'Alsace et la Lorraine, parce que ça appartenait à l'Allemagne pendant très longtemps. On peut parler de tout un tas de courants qui peuvent diviser le pays. Ça, c'est facile à faire. Mais quand on est cohérent et qu'on est sérieux, on ne divise pas le pays. Après, le fait berbère, alors ça a été dit à l'instant, c'est que quelques agents détestables, parce qu'ils sont racistes, il faut utiliser le terme, même s'il n'y a pas de race, mais bon, ils sont racistes, vont dire on n'aime pas les Arabes en faisant croire que l'Algérie est tenue par des Arabes. Je rappelle encore une fois que l'administration est tenue essentiellement par des Kabyles et l'armée par des Chaouis, donc des Berbères. Ils seraient réprimés par eux-mêmes, si on va dans cette logique imbécile, et que parce qu'on n'aime pas les Arabes, la Palestine, on s'en fout. Et ça, c'est détestable. Parce que l'Algérie, par exemple, elle n'a pas de raison particulière d'avoir soutenu l'Afrique du Sud. On peut dire qu'on n'est pas forcément noir africain, on peut dire qu'on n'est pas chrétien africain, et pourtant l'Algérie, pour des questions de principe, a soutenu l'Afrique du Sud, parce qu'on lutte contre l'injustice. Quand on massacre un peuple comme en Palestine, quand un pourri va dire, et je dis pourri, va dire, on s'en fiche des Palestiniens, ils sont arabes, vraiment c'est quelqu'un qui n'a pas d'âme. Parce que quand on tue les Palestiniens, même un Anglais qui n'est pas palestinien, il va les soutenir. Un Australien, un Japonais, on a vu des manifestations partout. Parce qu'il y a une question d'injustice. C'est un peuple qui subit une misère et on peut dire qu'il faut être solidaire. Et quand ces gens-là voudraient se prendre pour les Juifs d'Europe, en faisant croire qu'en Algérie serait maltraité, d'abord c'est des menteurs, et d'une, et de deux, c'est pathétique. Si c'était des gens qui étaient un peu humains, ils ne le sont pas, ils vont dire on va soutenir Israël contre les Arabes. C'est ça la logique de raciste. Ça, c'est une logique de pauvres demeurés qui n'ont rien compris l'histoire. Donc je dis et maintiens que ces gens qui vont soutenir un État raciste et génocidaire sont des gens qui n'ont pas de dignité, que l'Algérie n'a aucun problème avec le fait berbère, puisque l'Algérie est berbère pour l'essentiel et qu'elle est fière de son identité, que la question berbère et kabyle est réglée en Algérie, puisque maintenant c'est enseigné à l'école, parce qu'au fronton de tous les établissements publics, on a la mazir qui est écrit, et que l'Algérie est fière parce qu'elle a libéré son territoire, essentiellement, effectivement, par ses enfants qui venaient du monde arabe, qui venaient même des enfants de Turcs, on peut y aller, il y a des descendants de Turcs, qui venaient évidemment des Berbères, ça va de soi, et qui venaient évidemment des Africains, parce qu'on n'oublie pas que nos frères d'Afrique aussi ont participé. Donc l'Algérie, c'est ça, c'est un pays qui a beaucoup donné pour libérer son territoire, et c'est pas de ces quelques agités minables qui suivent un chanteur à la manque, qui vont suivre ce genre d'idéologie raciste et qui vont l'emporter. Ça reste une minorité infime, qui n'est reconnue qu'en France d'ailleurs, et qui n'ira pas bien loin. Aujourd'hui, l'Algérie est forte parce qu'elle est unie, et elle est unie dans sa diversité, et c'est une vraie fierté. Moi-même, j'ai envie de dire, la moitié de ma famille est kabyle, ça n'est pas une fierté, ni autre chose à dire que nous sommes algériens. C'est-à-dire que c'est pas une question qu'on est fier ou pas fier d'être arabe ou kabyle, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de se dire qu'on s'entend entre nous parce que nous sommes la même nation, on forme un corps
solide, un corps qui est puissant, un corps qui a lutté pour la révolution, et ceux qui sont anti-révolutionnaires algériens, ceux qui sont anti-colonialistes cohérents ne peuvent pas rallier cela, parce que ces gens-là sont juste des agents d'étrangers qui cherchent simplement une place, qui cherchent un peu d'argent, qui cherchent à briller, et qui cherchent à défendre une cause qui est entendue que par les Français qui ont la nostalgie de l'Algérie française. Donc l'Algérie aujourd'hui a la chance d'avoir un peuple qui est cohérent, soudé, fier, et ce peuple-là ne va jamais laisser des diviseurs rentrer à l'intérieur du territoire parce que ces diviseurs sont des agents de l'étranger payés par l'étranger. J'en veux pour preuve d'ailleurs simplement, c'est que quand on voit un BHL rencontrer un Farhat Meni, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire plus. BHL, c'est un des personnages les plus détestés de France, qui va rencontrer cet homme. On a compris que c'est deux charlatans qui ont envie de foutre la pagaille en Algérie, mais ça ne fonctionne pas. Donc oui, effectivement, pour votre question, l'Algérie n'a pas à prendre les Kabyles, ni les Chaouis, ni les Targis, ni les Berbères, ni rien du tout. Elle est fière d'avoir une telle diversité et elle le montre tous les jours. Merci infiniment, c'est clair, Kamel Abina. Merci infiniment. J'espère vous recevoir prochainement. Merci beaucoup. Plaisir. Merci beaucoup. Merci.